Yorick de Montbine, bonjour, merci d'être avec nous sur Grand Angle Crypto. Salut Guillaume. On est très content de te revoir, on compte plus les épisodes étaient présents sur GAC, mais c'est toujours un plaisir de te retrouver parce que tu as une approche holistique des questions monétaires, économiques. On s'est bien chauffé juste avant l'interview. J'espère que la partie enregistrée sera aussi intéressante que la partie en off, mais justement, on va repartir des bases, que toi, tu as plusieurs casquettes, haut fonctionnaire, bitcoiner, économiste, et voilà. Tu vas pouvoir nous remettre les bases, et ça fait longtemps qu'on n'en a pas discuté sur GAC, sur tout ce qui est théorie économique, et en particulier, voilà, les deux grands piliers qui sont les théories de Keynes et les théories de l'école autrichienne. Est-ce que tu peux, relativement rapidement, on n'a pas 5 heures, mais relativement rapidement, nous expliquer les différences fondamentales et les caractéristiques des deux mouvements? On peut peut-être ajouter qu'il y a un troisième pilier qui est l'école monétariste. Les monétaristes et les Autrichiens étant tous les deux dans le camp libéral, mais avec des grosses différences quand même. Et les monétaristes étant beaucoup plus connus, en fait, que les Autrichiens. La Banque centrale américaine, elle est largement dominée par la pensée monétariste aujourd'hui. Mais qui est un filon de Keynes. Enfin, c'est une évolution de la pensée de Keynes ou pas du tout? Non, pas tellement, non. Par certains aspects, elle s'en rapproche, mais c'est pas une conséquence de Keynes. Alors, c'est plutôt Keynes l'anomalie dans l'histoire. Explique-nous les trois piliers du coup. D'où on est parti dans les années 30 avec Keynes, avant avec l'école autrichienne. Enfin, comment tu structures les différents... En gros, l'école autrichienne est la plus ancienne. Elle est née à la fin du 19e siècle à Vienne. Et elle est un perfectionnement de théories beaucoup plus anciennes qui existaient déjà au Moyen-Âge, en fait. Ensuite, donc, cette théorie autrichienne a été assez prédominante au début du XXe siècle, et puis très vite elle a été éclipsée par le keynésianisme qui a eu un succès foudroyant, notamment dans les années 30, et ensuite jusqu'aux années 60-70. Et puis en 1974, Hayek a eu le prix Nobel d'économie, et donc là, il y a eu un nouveau coup de projecteur sur l'école autrichienne, qui a commencé à nouveau à être étudié et qui aujourd'hui a de plus en plus de succès. Et entre les deux, il y a eu l'école monétariste avec Milton Friedman qui a émergé dans les années 60 et qui a eu beaucoup de succès dans les années 70 et 80 parce que on a assisté à cette époque en fait à l'échec des théories keynésiennes puisqu'on se retrouvait avec à la fois une forte inflation et un fort chômage. Alors que les keynésiens disaient que c'était pas tellement ça le schéma le plus réaliste. Donc Milton Friedman, qui en plus avait un talent de pédagogue et une intelligence lumineuse, s'est emparé notamment de l'outil télévisuel. Il a fait beaucoup de documentaires, des reportages, des interviews, des conférences, et il a eu un énorme succès. Il a aussi eu le prix Nobel d'économie, et il a fondé un courant qui s'appelle le courant monétariste. Et qui a un point commun avec l'école keynésienne, parce qu'en fait, il dit, même s'il vaut mieux que la masse monétaire augmente de manière régulière et prévisible, non manipulable de manière arbitraire, en cas de crise majeure, il est quand même sain que la Banque centrale adapte les taux d'intérêt pour diminuer l'impact de la crise. Lui, il avait en gros prédit un Bitcoin avec 3% d'inflation de manière constante. C'était un de ses speeches très connus, mais c'est ce qu'il avait préconisé. Oui, lui, il avait dit, un jour, il y aura du cash sur Internet. Il y aura un cash avec sur une Internet. Inflation constante. Ouais, tout à fait. Et donc, et sachant qu'en fait, la plupart de ces courants, on peut retracer leurs différences à partir de l'analyse de ce qui s'est passé en 1929 et dans les années 30. La manière dont on interprète ces crises détermine en fait tout le reste. Comment on considère la monnaie, quel rôle on va octroyer à la puissance publique, aux banques centrales, etc. Et les monétaristes pensaient par exemple que la crise des années 30 a été trop forte parce que les banques centrales n'ont pas assez baissé les taux d'intérêt. Elles sont pas assez intervenues, en gros. Voilà, ouais. Et les keynésiens un peu la même chose. Et les Autrichiens, eux, pas du tout. Eux, ils disent d'abord la crise de 29 est la résultante d'une politique monétaire expansionniste, et ensuite les banques centrales n'ont pas
trop baissé les taux d'intérêt, et la puissance publique est beaucoup trop intervenue de manière générale. Donc ça dépasse l'aspect monétaire, mais il y a eu trop de déficit public, de réglementation, etc., qui ont perturbé le fonctionnement de l'économie. Donc c'était une approche du problème complètement différente. Ça veut dire que les Autrichiens pensaient que l'interventionnisme des gouvernements et des banques centrales était la source du problème, alors que les Keynésiens étaient plutôt à dire qu'il fallait en rajouter parce que c'était la solution. Voilà. Et les Keynésiens ont un point commun avec la gauche et le socialisme, qui est que c'est la croyance que le capitalisme, laissé à lui-même, fonctionne naturellement mal et nécessite fondamentalement d'être organisé, rééquilibré, et même parfois piloté. Et donc ça, c'est une croyance que les Autrichiens condamnent absolument. Eux, ils disent ce qu'on appelle le capitalisme, c'est-à-dire la propriété privée des moyens de production. En fait, ça fonctionne très bien, et la plupart des problèmes qu'on constate dans nos économies sont en fait la résultante d'interventions publiques qui prétendent corriger les problèmes du capitalisme. Simplement, c'est pas évident à détecter, ça nécessite beaucoup d'observation, de réflexion, et un passage par la théorie aussi, pour comprendre comment fonctionnent les phénomènes. C'est-à-dire que l'école autrichienne, si je comprends bien, c'était beaucoup plus de l'analyse comme un système trop complexe pour pouvoir être étudié, certes, mais contrôlé jamais. En tout cas, surtout pas par une entité centrale. Alors Absolument. que les Keynésiens étaient à dire une entité pourrait superviser, améliorer le système en le pilotant. Et les Autrichiens sont contre cette idée parce qu'en gros, vous venez complètement dérégler. Enfin, moi, l'image qui me parle, c'est quand tu essayes de contrôler ta respiration, en gros. C'est-à-dire que tu la dérègles. Tu sais pas pourquoi, mais essayer de la contrôler, tu viens la dérégler. Et c'est un peu cette école autrichienne de la respiration, c'est l'économie. Si tu essaies d'y toucher, en fait, tu viens tout dérégler, quoi. Faut mieux la laisser tranquille. Tu dérègles tout ton corps, qui est un ensemble hyper complexe, et prétendre le piloter dans les moindres détails à partir d'une entité centrale qui est le cerveau, c'est illusoire. Et donc, d'ailleurs, Hayek a écrit un livre qui s'appelle « La présomption fatale », où il dénonce cette croyance que quelques bureaucrates, aussi intelligents soient-ils au sommet d'une pyramide hiérarchique, essayent de piloter l'économie, alors qu'en fait, c'est une masse, une sorte de créature d'une complexité inouïe, et que vouloir la piloter, c'est illusoire parce que ça présuppose que les bureaucrates ont à leur disposition l'information nécessaire pour le faire. Or, cette information est immense, elle est disséminée, fragmentée, changeante, imperceptible, très complexe, et le meilleur moyen de la gérer, c'est plutôt le système des prix dans une économie de marché. Et d'ailleurs, c'est le raisonnement à partir duquel Mises, dès les années 1920, qui était de l'école autrichienne, qui est le grand penseur autrichien, avait annoncé l'effondrement du système communiste. Dans un petit livre de 1912, il avait démontré par la logique que le communisme ne pouvait pas fonctionner parce que il était incapable de produire des prix de marché, et donc il était incapable de gérer l'information de manière optimale, et que sa prétention à organiser les choses de manière centralisée était vouée à l'échec. Et c'est fascinant de voir qu'il a prévu en 1912, et qu'il a fallu des décennies à la plupart des économistes les plus brillants, les intellectuels les plus brillants, pour se rendre à l'évidence. Et lui, il avait compris et décrit de manière hyper claire. Mais ça, du coup, c'était une utopie communiste où on partage tout, où il y a une supervision à outrance. Aujourd'hui, on a bien vu que ça n'a pas marché, mais quand même, la plupart des économistes traditionnels, ou en tout cas dans nos gouvernements, etc., ou à la Fed, optent, ou en tout cas sont pro-keynésianisme, ou en tout cas monétarisme. Est-ce que là on est allé dans un extrême, et c'est la question du coup que je voudrais te poser, est-ce que le problème c'est les monnaies dettes et le système actuel, donc les monnaies fiat, ou c'est son monopole? C'est-à-dire, est-ce que le problème c'est qu'on puisse rien avoir d'autre, ou est-ce que c'est les monnaies fiat en soi qui sont problématiques? Est-ce que si, une fameuse libre concurrence des monnaies, avec des monnaies fiat, ça pourrait être une solution? Et c'est ce que je dis souvent dans des discussions avec des bitcoiners, où pour moi, Bitcoin, c'est pas la fin des monnaies fiat. C'est pour moi la fin du monopole des monnaies fiat.
éventuellement, elles existeront toujours, éventuellement dans une meilleure forme, mais c'est la fin du monopole des monnaies fiat. Et ça change tout, parce qu'elles pourraient continuer à exister, c'est la fin juste du monopole. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? En fait, on peut revenir aux trois courants qu'on citait au début, parce que c'est vrai qu'on s'est un petit peu éloigné de la question monétaire. Ces trois courants ont une vision de ce que c'est que la monnaie très différente. En fait, Keynes a été assez influencé par une théorie qui était à la mode au début du XXe siècle, qui est ce qu'on appelle la théorie étatique de la monnaie, consistant à penser que la monnaie, fondamentalement, est une création de l'État. Et donc, il est naturel qu'elle soit pilotée ou influencée par l'État. Le grand théoricien de cette vision, c'est Knapp. Et les Autrichiens, eux, s'appuyant sur les grands penseurs du Moyen-Âge, les scolastiques espagnols, etc., disaient « Mais non, en fait, la monnaie, c'est une création spontanée des activités humaines. Elle a été appropriée immédiatement par le pouvoir politique, qui a trouvé un moyen de financement, mais à l'origine, c'est pas un objet politique. C'est pas plus un objet politique que des objets de ma vie personnelle. Et donc les êtres humains, progressivement, après avoir tâtonné pour essayer toutes sortes de choses pour servir d'intermédiaire d'échange, puisque c'est ça la monnaie, se sont mis d'accord progressivement, mais ça a pris beaucoup de temps, sur les métaux précieux, parce que c'était ça qui était le plus pratique. Le meilleur outil, le meilleur proxy voilà. Pour remplir cette fonction. Mais ça n'a pas empêché les États, par des réglementations en tout genre sur le système bancaire, l'industrie de la production de monnaie, etc., quand même d'accroître leur influence sur la monnaie. Et notamment de permettre progressivement l'émission de substituts monétaires, des titres de propriété sur de la monnaie qui était de la monnaie or, qui était dans les coffres dans les banques. Et puis les banques se sont mises à émettre plus de titres que ce qu'elles avaient dans les coffres, parce que les États ont autorisé les réserves fractionnaires. Quand les banques octroient des crédits, elles peuvent créer de la monnaie en fait de cette manière. Ça s'est mis en place progressivement et ça aboutit en fait à perturber totalement l'institution qu'est la monnaie, d'après les Autrichiens. Et puis avec une accélération foudroyante en 71, quand on est sorti du système de Bretton Woods, qui gardait un rôle quand même pour l'or. Et les gens qui pensent que, comme Keynes, la monnaie est une création de l'État et qu'elle peut être pilotée par l'État, pour eux, ça pose aucun problème. Qu'elle peut ou elle doit. Qu'elle doit, en fait. Ça fait partie du rôle de l'État pour eux, pour corriger les déséquilibres du capitalisme. Donc pour eux, c'est pas du tout un problème, c'est très bien, et puis n'importe quel problème de l'économie, on va s'y attaquer avec ce raisonnement consistant à dire que l'État est là pour le traiter, notamment avec l'arme de la politique monétaire. Il y a une crise, c'est forcément causé par le capitalisme, heureusement, il y a l'État, la Banque centrale, etc., qui va sauver les gens en pilotant la monnaie. Alors là, je m'attaque à un challenge compliqué, je vais essayer de te faire dire du bien des monnaies fiat, des monnaies dettes. Alors j'ai pas répondu à ta question au passage, mais on reviendra dessus. Ouais. Tout est un peu entremêlé. Mais du coup, est-ce que tu trouves, parce que là, il y a souvent le côté négatif, mais est-ce que tu trouves un côté positif ou des côtés positifs à ce système de monnaie dette? Est-ce que ça apporte quelque chose de positif? Bah non. Rien. En fait, c'est quoi la monnaie fiat? Fiat, ça vient du latin, qu'il en soit ainsi. Ou alors monnaie dette. Alors même pas monnaie fiat, c'est des monnaies dettes, c'est-à-dire des monnaies qui ne sont pas liées à une marchandise. Alors, éventuellement, mais à condition qu'il n'y ait pas de cours légal. Que ce soit un choix, qu'il y ait une optionnalité. Le cours légal, c'est quand la puissance publique octroie un privilège particulier à une monnaie sur un territoire donné. Et ce privilège, c'est quoi? C'est que tous les commerçants n'ont pas le droit de refuser un paiement dans cette monnaie qui a été identifiée par l'État. C'est ça, ce privilège. Et à l'origine, le terme monopole, ce sont des privilèges accordés par la puissance publique. Ce terme a dérivé par la suite, mais à l'origine, c'est un privilège. Donc quand on dit qu'il y a un monopole de la création de monnaie, c'est une expression un peu floue parce que, évidemment, c'est pas l'État qui crée la monnaie. Elle est créée surtout par les banques, par le crédit bancaire, les banques commerciales. Mais elle bénéficie d'un monopole, un privilège octroyé par la puissance publique. Et donc, pourquoi pas de la monnaie dette, à condition qu'il n'y ait pas ce monopole, à condition qu'aucune monnaie n'ait d'avantage par rapport aux autres, que la concurrence joue, que les utilisateurs aient le choix entre des monnaies de qualité différentes. Et on a oublié cette notion de qualité de la monnaie. Une monnaie peut avoir plus ou moins de qualité dans sa fonction d'intermédiaire d'échange.
et notamment dans sa capacité à conserver de la valeur. Et une monnaie dette qui va être émise sans coût facilement, et ben forcément, elle va inspirer moins confiance aux utilisateurs qu'une monnaie qu'on ne peut pas émettre facilement. Et donc, de facto, une monnaie dette dans un système très concurrentiel tend à disparaître. Mais est-ce que tu ne penses pas que... et là, on part loin, hein, mais dans l'intérêt du groupe, dans l'intérêt de la collectivité, dans l'intérêt d'une communauté locale, tu as un intérêt comme ça à avoir une monnaie dette qui n'est pas forcément la plus efficace pour l'individu, mais pour le groupe. Par exemple, l'exemple de l'Europe, je sais que vous en aviez déjà discuté avec Richard dans une interview il y a au moins un an, mais voilà, ce principe de dévalorisation de la monnaie pour, par exemple, aider l'économie au niveau local. Le problème de l'euro actuel, qui pose de gros problèmes, par exemple, entre l'Allemagne, enfin les pays du Sud et les pays du Nord, c'est un choix de dévaloriser sa monnaie pour privilégier une communauté locale plutôt qu'un espace global qui crée en fait des tensions sociales extrêmement compliquées à gérer si tu n'as pas cet outil. Mais c'est vrai que tripatouiller la monnaie, ça peut avoir des avantages pour certains groupes, pas pour la collectivité, pour certains groupes. Et c'est ça l'effet Cantillon. C'est-à-dire qu'on crée de la monnaie, ça finit par une augmentation générale des prix, mais cette augmentation n'est pas immédiate. Ceux qui bénéficient de la monnaie nouvellement créée avant l'augmentation des prix en tirent un profit. C'est qui ? C'est l'État, les clients de l'État et le secteur financier. Quand on fait, pour l'exemple que tu cites, une relance, quand on fait une dévaluation compétitive, un État fait le choix de dégrader En gros, il met son pays en solde, en gros. Oui, il fait le choix de dégrader la valeur de sa monnaie par rapport à des monnaies étrangères pour favoriser les exportations de son pays. Et limiter les importations. Ouais. Voilà. Mais ça va favoriser les exportateurs de son pays. Mais ça va défavoriser les industries qui ne sont pas exportatrices et les gens qui détiennent cette monnaie. Et ça peut être des gens très pauvres. Et donc, ça engendre une redistribution de pouvoir d'achat relatif entre groupes d'intérêts. Et ça fait partie de ces phénomènes qui font que on est aujourd'hui dans un système de démocratie clientéliste et de guerre entre lobbies, de guerre acharnée entre groupes d'intérêts qui se battent pour obtenir ce genre de politique publique, qui n'avantage jamais la collectivité dans son ensemble, mais qui n'avantage que des groupes particuliers. Simplement, comme l'avait bien montré Bastia au XIXe siècle, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. On prétend que cette dévaluation compétitive va avantager le pays, mais on ne pense pas à regarder les inconvénients. Alors qu'ils sont multiples, ils sont indirects, ils ne sont pas immédiats, ils sont progressifs, ils sont fractionnés, disséminés. Et donc l'analyse économique, elle doit prendre tout ça en compte. Mais cette analyse, elle est quasiment impossible à faire en fait. Exactement. On discute, on réfléchit. Elle est impossible à faire. Mais la charge de la preuve... Parce que c'est impossible de réfléchir sur un scénario qui n'a pas eu lieu en fait. Alors on peut simplement se dire, là par exemple par la théorie, si je dégrade ma monnaie, ça va avantager les exportateurs et ça va désavantager tous les détenteurs de cette monnaie. Ça c'est un raisonnement théorique qu'on peut faire a priori, mais simplement on peut pas le quantifier a priori. Mais en fait la charge de la preuve revient plutôt sur celui qui propose cette politique publique, celui qui dit par exemple il faut augmenter le SMIC. Il faut qu'il puisse prouver que les avantages vont l'emporter sur les inconvénients pour la collectivité. Or, il en est incapable. Et donc, quand on propose quelque chose, si on est incapable de prouver ses avantages, cette proposition devrait être rejetée. Parce que c'est une proposition qui passe par la loi, la coercition publique et des réductions de liberté. C'est aussi un problème de philosophie politique, en plus des aspects logiques, économiques. On est dans un système où on est censé respecter les libertés. Il faut prendre ça en compte aussi. Dans l'histoire, il y a des exemples à succès d'États comme ça, qui ont perduré dans le temps sans avoir le contrôle de leur monnaie. Est-ce que c'est la poule et l'œuf, mais en gros, est-ce qu'il y a des exemples comme ça dans l'histoire où ils ont complètement lâché, ils n'avaient pas de contrôle sur la monnaie pour maintenir justement cette cohésion sociale, se financer, parce que c'est clairement, c'est clairement pas de moi, mais la quatrième fonction de la monnaie, c'est un moyen d'avoir un contrôle sur sa population. Est-ce que du coup ça existe comme ça, un État qui n'avait pas le pouvoir de frapper monnaie ?
Alors, d'abord, les États ont toujours eu plus ou moins de pouvoir quand même sur la monnaie, mais c'est un spectre, c'est-à-dire c'est pas une question d'avoir ou de ne pas avoir du pouvoir, c'est plus ou moins, parce que ça passe notamment par la manière dont ils organisaient l'industrie de la production des pièces. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des cas où les pouvoirs publics avaient très très peu de pouvoir sur la monnaie, mais ça remonte à des temps très anciens. Et dans des époques plus récentes, au 18e, 19e siècle, il y a des cas aux États-Unis et en Écosse et en Irlande, je crois, qui sont documentés par des économistes comme Lawrence White et George Selgin, où il y avait des monnaies privées qui étaient émises par des organismes privés et qui fonctionnaient très bien. Et l'État, alors évidemment, l'État n'avait pas du tout les mêmes pouvoirs qu'aujourd'hui, parce que ça va de pair. Mais ces équilibres sont instables, ils sont fragiles, parce que systématiquement arrive au pouvoir quelqu'un, un roi, un président, que sais-je, qui se dit non, cette situation n'est pas satisfaisante, il faut plus de justice sociale, il faut lutter contre la pollution, il faut la transition énergétique, etc. Donc il faut plus de ressources, et donc il faut que je mette la main sur l'institution de la monnaie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir les nouveaux prétextes. La fin justifie les moyens. Voilà. Gros, ouais. Et donc, pendant longtemps, ça a été, il faut résorber les crises du capitalisme. Sauf que le XXe siècle est en fait le siècle où il y a eu le plus de crises majeures économiques, financières, monétaires, et ça a été le siècle où l'État a eu le plus de pouvoir sur la monnaie. Et donc, ce discours disant il faut corriger les déséquilibres du capitalisme par la monnaie, il baisse en crédibilité. Là, je fais l'avocat du diable. Mais il y a des nouvelles justifications qui émergent, et la grande mode, c'est que la politique monétaire va maintenant assurer une société plus juste, sans discrimination, et surtout résoudre le problème climatique. Permettre la transition énergétique, etc. Donc ça, c'est une nouvelle justification qui émerge, qui à coup de marketing, et pour moi, c'est un vaste attrape-nigo. Mais voilà, c'est intéressant de voir que c'est ça la mode. Mais dans l'explication, en tout cas l'argument des boom and bust cycles de l'école keynésienne dans laquelle on est, ou en tout cas interventionniste dans laquelle on est, tu as quand même une pente de croissance qui est relativement forte. C'est-à-dire que tu as des cycles comme ça relativement importants, mais tu as une pente de croissance depuis les 50 dernières années. La question, c'est est-ce qu'elle aurait été plus ou moins rapide avec une monnaie dure comme l'or ou Bitcoin. Par exemple, dans une période d'hypercroissance post-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on aurait pu aller aussi vite? Est-ce qu'on aurait pu construire aussi rapidement avec une monnaie rare comme Bitcoin, comme l'or? Probablement que non. Enfin, c'est même sûr que non. C'est-à-dire que si on est tous les quatre dans la pièce et qu'on a envie de construire une usine, c'est beaucoup plus facile d'imprimer maintenant un papier et de se dire que c'est cette monnaie qui circule entre nous. Tu vois, donc, est-ce que ça dépend pas de la situation, du contexte et de l'environnement dans lequel on est, et qu'en gros, là encore, c'est monnaie dette et monnaie dure, c'est pas l'un c'est bien, l'un c'est mal, c'est que ça dépend en gros. Et qu'il faut les deux pour que ça soit le yin et le yang d'un système. Non, pas du tout. J'aurais tenté. Ça me paraît complètement arbitraire comme affirmation. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la liberté, et que émerge du processus concurrentiel le type de monnaie que les gens choisiront. Peu importe que ce soit de la monnaie dure, de la monnaie dette, mais tu penses pas quelle monnaie. Que dans ce marché libre, du coup, il y ait une oscillation entre l'un et l'autre? Pourquoi? Parce que ça dépend des circonstances, en fait. C'est comme, moi, ça me fait penser à un couple, par exemple. Un couple, c'est jamais une ligne tranquille, c'est un pendule entre la souffrance et l'ennui. Tu vois? Alors, c'est pas de moi. Mais en gros, ça veut dire que t'es toujours dans cette oscillation où t'es jamais... Enfin, au final, sinon, après, c'est ma vision du couple. Mais tu vois, c'est que c'est jamais quelque chose de plat. En gros, sinon, t'es mort. Donc, c'est toujours dans la vibration, dans l'oscillation, et c'est un peu une approche physique du monde, mais en gros... Mais cette vibration et cette oscillation, tu peux la trouver dans le processus concurrentiel. C'est que l'équilibre parfait, il marche pas. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'on est toujours allé entre l'ultralibéralisme capitaliste et le communisme, et en fait, ni l'un ni l'autre est correct, c'est le juste milieu qui est bien. Non, pas du tout. Non, mais sur la vibration, je suis d'accord, mais on la trouve dans la concurrence, la vibration. Et l'équilibre n'existe pas. L'équilibre, il n'y a pas d'équilibre figé. Et la concurrence, c'est le processus
qui permet d'arriver à une situation optimale pour le plus grand nombre de gens possible. C'est au contraire l'intervention publique qui fige les choses, qui gèle les choses, qui impose un truc intangible, uniforme, centralisé, homogène, et qui empêche le processus d'innovation. La monnaie fiat n'innove plus depuis qu'elle est imposée par l'État. Ensuite, sur ton idée d'un équilibre entre l'ultralibéralisme et le communisme, je me garderai de répondre à cette vile provocation. Non, mais justement, est-ce que les deux systèmes les deux extrêmes sont néfastes en fait. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre entre l'ultralibéralisme, mais une certaine forme de partage. Et est-ce que le partage est possible de manière seulement, en comptant seulement sur la solidarité des gens? En fait, le partage, il a deux modalités. Soit il est imposé par la force, par la violence, la coercition, soit il est libre. Voilà. Et il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Mais la question, c'est est-ce qu'un système de repartage reposant uniquement sur la liberté et l'éthique, du coup, parce que je repartage parce que c'est bien et je veux le faire, est-ce que ça fonctionne? Alors, dans le partage, il y a deux dimensions. Il y a le partage, en fait, qui est pensé, qui est voulu. On dit, je vais donner à un tel, ou il faut qu'un tel donne à un tel. Mais il y a aussi une redistribution des richesses qui se fait mécaniquement par l'économie et sans être pensée a priori. Et quel est le meilleur système de redistribution des richesses que l'histoire de l'humanité ait connu? C'est pas du tout le capitalisme. Pardon, c'est pas du tout le communisme. Lapsus. Très très bizarre. C'est pas du tout le communisme ou le socialisme ou l'État-providence, c'est le capitalisme. C'est-à-dire que dans un système capitaliste, il est plus difficile d'acquérir des richesses inouïes et de les garder sur plusieurs générations. C'est en fait plus difficile que dans tous les autres systèmes qu'on a connus. Dans un système capitaliste, quelqu'un qui vient d'un milieu très pauvre a une chance de devenir très riche, ou une chance que ses enfants progressent et deviennent riches, voire très riches. Et il a beaucoup plus de chances de réaliser ça dans un système de capitalisme ou d'économie de marché que dans n'importe quel autre système. Quel est le système qui a permis la sortie de dizaines de millions de personnes, de population en Asie et en Afrique, de la famine? C'est pas du tout la redistribution de l'État-providence ou le socialisme, c'est le capitalisme. Et donc la question c'est... Mais est-ce que tu... Et je fais l'avocat du diable, de nouveau pour qu'on avance, qu'on réfléchisse, etc. Mais l'ultralibéralisme crée aussi des inégalités qui peuvent être insoutenables pour une cohésion sociale. Qu'est-ce que tu appelles l'ultralibéralisme? Voilà, une fiscalité et un repartage qui est plus basé sur la volonté personnelle plutôt que sur l'imposition par la force. Mais en quoi ça augmente les inégalités? C'est-à-dire que si, en gros, vraiment pour donner des clichés bêtes et méchants, mais des milliardaires à ne plus savoir quoi en faire, est-ce que t'autorises une redistribution forcée de ces personnes-là sur les personnes dans le besoin, pas parce qu'elles le veulent, mais parce que, en gros, c'est le bien de la collectivité et la cohésion sociale. Il y en a qui crèvent de faim, il y en a qui ont des milliards, et c'est pas ce que je pense, c'est de nouveau pour réfléchir, mais est-ce que, en tant que groupe, on décide que quelqu'un qui possède 50 milliards devrait plus collaborer ou plus distribuer. C'est sûr que la majorité des gens va dire... C'est un vrai dilemme parce que là, t'attaques la liberté de la personne et sa propriété privée. La majorité des gens vont dire c'est vraiment très vilain qu'il y ait des super milliardaires. Moi, j'en veux aussi. Donc, il faut lui en piquer par la force. Ça, c'est sûr. Mais si on va plus profondément en termes moraux, philosophiques et économiques, c'est pas du tout aussi facile que ça à justifier. Tout à fait. D'abord, il faut voir d'où émerge la richesse de ces gens-là. Est-ce que c'est par un processus de marché ou est-ce que c'est par un processus de capitalisme de connivence? Déjà. Or, on est dans un système de capitalisme de connivence. La plupart des milliardaires aujourd'hui, ils ont bénéficié de ça, de liens avec les États. C'est pas le capitalisme. Et donc ensuite on va dire il faut que l'État intervienne encore plus pour corriger des déséquilibres qui viennent d'où? Qui viennent d'une perversion du capitalisme par une structure étatique. Donc il faut arriver quand même à décomposer les problèmes. Ensuite, pour des super milliardaires qui n'auraient pas tiré leur fortune de liens consanguins et inavouables avec l'État. Bon, cette fortune, qu'est-ce qu'ils en font? Ils ne l'enterrent pas dans leur jardin. Ils investissent dans des entreprises, ils financent de la recherche, ils embauchent,
Et tout ça, ça assure une forme de redistribution, plus précisément de création de richesse au profit des plus démunis. Alors, est-ce qu'on veut perturber ce mécanisme parce qu'on pense que quelques bureaucrates super intelligents au sommet de la pyramide vont mieux organiser les choses que le marché, ou est-ce qu'on le laisse fonctionner en produisant les bénéfices inouïs qu'il a déjà prouvés depuis 2-3 siècles? Ça, évidemment, c'est un débat d'économie politique, de philosophie qui est très intéressant. Et complexe. Ouais. À terme... Et la monnaie, le rôle de la monnaie est plus important que ce qu'on imagine dans ces phénomènes. C'est le sang de... Notamment de dans le capitalisme de connivence. Et moi, je suis frappé par le fait que, finalement, il n'y a pas de débat sur la monnaie, il y en a très peu. C'est considéré comme acquis et possession de... En France, on adore la politique. Il y a beaucoup de débats politiques, beaucoup plus que dans beaucoup de pays. Il y a plein de pays, en fait, où on débat peu de ça. En France, tous les hommes politiques doivent passer par la case écrire des bouquins. Il y a beaucoup d'idéologies, il y a des polémiques, il y a plein de courants. On parlait des keynésiens, mais en fait, il y a des dizaines de chapelles de néo, post, keynésiens et compagnie. Mais dans tout ça, la monnaie est très peu évoquée. C'est un tabou. Les gens préfèrent ne pas en parler. Justement, tu vois pas, tu le sens pas que c'est en train de changer, d'évoluer avec l'arrivée d'une part de Bitcoin et des cryptos, mais aussi des politiques monétaires, des banques centrales, la Fed, la BCE, etc. Les gens commencent à comprendre, en tout cas se poser des questions de « Attends, mais... » Ils viennent de créer des milliers de milliards, ils sont en déficit budgétaire annuel constant. En fait, comment ça fonctionne, qu'est-ce que cette monnaie, l'or. Et il y a ce questionnement qui arrive, et moi, c'est ce parallèle, c'est pas de moi de nouveau, c'est Andreas Antonopoulos qui disait Internet a vraiment fait émerger ce concept de fake news, de se demander si l'information était correcte ou pas. Ça remonte à bien plus loin, à Gutenberg, l'impression, etc. C'était vraiment de se demander la source de l'information, ou en tout cas la qualité de l'information ne dépend pas de son émetteur. Et c'est un peu la même chose maintenant avec la monnaie, où les gens vont commencer à se demander, mais l'euro, en fait, c'est une monnaie parmi tant d'autres, et c'est pas forcément la plus adéquate et appropriée dans mon cas. Est-ce que ou pas du tout? On est encore très très loin de cette réflexion et de ce questionnement. Ouais, je pense qu'on en est encore un peu loin. Alors, c'est vrai que un des grands derniers débats sur la monnaie, ça a été le passage à l'euro, il y a une vingtaine d'années. Mais c'était simplement un débat sur quel échelon il faut appliquer la monnaie telle qu'on la connaît. Est-ce que ça va être l'échelon national ou l'échelon européen? Donc, c'était un débat finalement assez limité. Aujourd'hui, les débats que tu décris, ils portent jamais sur la remise en question de l'existence de la politique monétaire. C'est toujours, est-ce qu'on a trop augmenté les taux, ou est-ce qu'on les a pas assez augmentés, est-ce qu'on a créé trop de monnaie, mais c'est jamais sur, est-ce que la puissance publique devrait piloter la monnaie? Il n'y a jamais de débat là-dessus. Alors ça commence à changer très lentement, notamment avec l'irruption des cryptos. Donc ça, c'est un effet quand même assez frappant. Les gens qui s'intéressent aux cryptos d'abord pour spéculer et tout, progressivement, se posent des questions sur la monnaie. Qu'est-ce que la monnaie, etc. Et puis, progressivement, ils se disent, mais finalement, ce qu'on a essayé de m'inculquer, qu'on m'a imposé comme vision du monde, c'est possible de le remettre en question. Est-ce qu'il est sain que l'État pilote la monnaie? Donc, t'as raison, ce débat commence. Mais c'est très très lent, quand même. C'est très lent. Et moi, il y a quelque chose sur lequel je m'interroge beaucoup, sur cette vision à très long terme de Bitcoin comme, du coup, la meilleure monnaie, et qui aurait tendance à se propager et à se répandre, éventuellement comme monnaie unique, ou en tout cas comme monnaie qui leaderait le marché, qui aurait une part importante du marché. Comment on passe du système actuel inflationniste, surendetté, à une économie déflationniste se basant sur une monnaie désinflationniste? Comment tu fais ce passage, et comment ça se passe bien? Est-ce qu'il y a un scénario où ça se passe bien? Je pense pas. Okay. Merci Yorick, à la semaine prochaine. Je vois pas de scénario où ça se passe bien. D'abord, ça va prendre plus de temps que ce qu'on imagine souvent, parce qu'il s'agit d'un changement de fonctionnement de la société, de nos structures socio-politiques, économiques. Et donc, par exemple, ça nécessite, une monnaie déflationniste, ça nécessite une flexibilité des prix, et notamment des salaires nominaux. Et ça, culturellement et psychologiquement, on n'y est pas prêt. Ça va peut-être prendre des générations, et d'ailleurs, c'est un des arguments
d'un économiste libertarien anti-Bitcoin, disons favorable à Bitcoin, mais sceptique sur le Bitcoin, qui est Georges Selgin. Il lui dit, Bitcoin, ça serait super si c'était adopté, mais il y a peu de chances pour que ça soit adopté, parce qu'il y a une rigidité des prix, et donc aucune chance pour que les gens acceptent de baisser leurs salaires nominaux. Alors même qu'ils y auraient un intérêt, puisque dans cette situation déflationniste, il y aurait une baisse des prix généralisée. Et donc le pouvoir d'achat des gens augmenterait, même si leur salaire nominal baissait. La baisse des prix va plus vite que ta baisse de salaire, voilà. Donc en pouvoir d'achat réel, t'y gagnes. Voilà, et ça, on va Alors pas le faire... qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Ça veut dire que les prix augmentent plus vite que ton salaire. Exactement, et on perd du pouvoir d'achat. Et donc ça, on n'y est pas prêt, c'est pas pour la semaine prochaine. Donc ça va se faire de manière très lente, et ça va pas se faire avec le même rythme selon les différentes zones dans le monde. Il y a des zones où ça va aller plus vite, où les gens ont une capacité d'adaptation plus rapide, et puis vont y trouver plus d'intérêt plus vite, parce qu'ils ont aussi des contraintes plus fortes que les nôtres. Ils n'ont pas le même état-providence, ils n'ont pas de système bancaire à peu près moderne, et donc peut-être qu'eux vont switcher plus vite. Et c'est déjà un peu ce qu'on voit finalement. C'est au Salvador et au Nigeria que Bitcoin progresse. Mais il faudra une crise, il faudra que ça claque. Voilà, ça peut pas se faire dans la douceur, un passage de témoin avec une caresse, quoi. Alors de toute façon, on va vers des crises quand même assez majeures, les États sont tellement endettés, c'est pas possible de continuer comme ça éternellement. Mais tu sais de quoi tu parles. T'as quand même les mains dedans. Bah, donc, en fait, l'info est publique. Non, mais c'est-à-dire que là, voilà. C'est pas monsieur, madame, tout le monde, madame Michu en train de prendre son café. C'est-à-dire que magistrat à la Cour des comptes, tu sais de quoi tu parles. Oui, nous, à la Cour des comptes, il y a une chambre qui est spécialisée là-dessus, la première chambre, qui fait notamment les agrégats des finances publiques au niveau macro. Mais je l'ai vu aussi quand j'étais en cabinet ministériel, parce que je travaillais sur la réforme de l'État, et j'ai vu le processus de prise de décision des réformes dans ce domaine-là, et j'ai vu à quel point c'était lent, bureaucratique, très prudent, et très vulnérable aux groupes d'intérêt. Et très peu inspiré par une vision profonde de la société, de l'humain, de l'économie, avec un culte du pragmatisme qui aboutit en fait à une forme d'immobilisme. Et là, je vois pas comment on peut sortir rapidement de ce mode de fonctionnement. Justement, je suis très curieux, alors, je sais pas si tu peux en parler, mais comment ça se... le budget de l'État français aujourd'hui, c'est quoi, 350 milliards de recettes, de tête, là, 450 milliards de dépenses pour l'année prochaine. Donc, ils se mettent autour de la table et ils se disent, on va faire 100 milliards de déficit. Ça paraît tellement absurde pour la plupart des gens. Tu as un budget, genre tu as des recettes d'un foyer, tu as de l'argent qui rentre, ça devrait correspondre à l'argent qui sort. Quand est-ce qu'on est parti en cacahuète à se dire en fait c'est la fête à neuneux, en gros on ne colle plus à ce que nous donnent nos concitoyens, mais on a à peu près quartier libre pour dépenser 450, 500, c'est pas grave, on s'endettera et on alourdira la dette nationale. Est-ce que les gars en ont conscience, enfin les gars, messieurs, dames, les ministres en ont conscience, ou c'est quelque chose qui leur passe complètement au-dessus de la tête? Et de nouveau, les questions monétaires, c'est... Bah oui, l'argent magique, enfin en gros, le budget, c'est un mot, mais c'est accessoire, c'est entre parenthèses. Enfin, on dépense ce qu'on veut, quoi. Il y a une partie de la haute fonction publique qui est très consciente de ça, qui est extrêmement inquiète, et qui prie jour et nuit pour que le système ne s'effondre pas demain. Mais c'est une petite partie, elle est sans doute pas majoritaire. En revanche, les responsables politiques, eux, je pense qu'ils sont souvent dans l'auto-persuasion. Ils essaient de se convaincre eux-mêmes que ça va marcher, que ça va tenir jusqu'à la fin. Que cette dette perpétuelle peut continuer, que le système est viable sur le long terme. Ou que le système a quand même de bonnes chances de s'effondrer, mais plus tard. En dehors de leur ère. C'est moins leur souci. Ils ont un court-termisme, une myopie qui est en fait entretenue par notre système politique, qui fait qu'il y a des élections régulièrement, pour être élu, il faut promettre des choses, et que finalement, au lieu de s'occuper de l'intérêt général et du long terme, progressivement, la principale priorité des responsables politiques, c'est leur réélection. C'est un concours de popularité, pas d'efficacité. Ou la réélection de leur camp, s'ils ne peuvent pas se représenter. Après, pour répondre à ta question sur comment on en est arrivé là, il y a plusieurs choses. D'abord, depuis les années 70, la croissance est quand même plus faible globalement. Il y a des crises majeures, il y a une augmentation du chômage, et donc il y a une augmentation des dépenses sociales. Il y a une pauvreté qui augmente,
Il y a aussi une espérance de vie qui augmente. Il y a plus de retraités. Et donc, il y a des dépenses sociales qui augmentent avec le temps, avec la démographie et l'affaiblissement de l'économie. Et puis, il y a progressivement une surenchère dans la démagogie clientéliste, où les hommes politiques, pour être élus, promettent de plus en plus de choses à un nombre croissant de groupes d'intérêt, des subventions, des aides en tout genre, pour des causes très nobles, très louables, sauver l'humanité, etc. Et donc tout ça augmente les déficits publics par petites étapes, mais à chaque fois ce sont des crans sur lesquels il est difficile de revenir. Ça crée des dépenses incompressibles, qu'il est très difficile de réduire. Et chaque année, quand on prépare le budget, on se dit bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir diminuer comme dépenses ? On regarde dans les moindres détails, et on se rend compte que, en fait, non. Si on baisse ces dépenses, on se retrouve avec tel groupe d'intérêt qui va manifester, bloquer le pays. Donc, c'est pas très prudent. On verra plus tard, quoi. Donc, c'est une fuite en avant. En gros, voilà. Il y a une fuite en avant, et moi, mon impression, c'est qu'on peut pas continuer éternellement comme ça. De même que le système de la monnaie fiat qu'on peut créer sans limite, je vois pas comment il peut tenir éternellement. Vraiment, je vois pas. Bah, c'est ce que dit souvent Richard, c'est qu'à la fin, on est tous pieds nus dans la neige et voilà. Enfin, c'est un appauvrissement généralisé sur le long terme. C'est que c'est pas un appauvrissement en claquement de doigts, c'est que 50 ans ou 80 ans plus tard, on se réveille, on est tous pauvres en fait. Enfin, il y a eu un appauvrissement généralisé, les usines sont parées. La qualité de vie globale, c'est plus nous qui allons en Thaïlande, c'est les Thaïlandais qui viennent chez nous, quoi. Voilà. Et tout ça serait très déprimant si en plus on ajoute à ce raisonnement la perspective des monnaies numériques de banque centrale qui vont renforcer le pouvoir de la puissance publique pour maintenir ce système. Tout ça serait déprimant s'il n'y avait pas une bouée de sauvetage qui est Bitcoin, qui va donner aux gens un moyen de se sauver, de sauver leurs économies, leur souveraineté financière personnelle. Et donc, ils vont adopter progressivement le Bitcoin, et à un rythme encore difficile à prévoir. Mais pour l'instant, ça continue, donc malgré les variations incroyables et très anxiogènes du cours. Bon, pour toutes les personnes qui sont inquiètes de ça, regardez le cours de l'or pendant la République de Weimar, c'est impressionnant. Enfin, en fait, plus on se rapprochait de l'effondrement du marque allemand, plus la volatilité est impressionnante. En fait, ça partait vraiment dans tous les sens. Mais donc, du coup, toi, de ton côté, tu vois absolument pas une cohabitation, comme certains peuvent l'envisager, des monnaies numériques de banque centrale avec Bitcoin, par exemple sur un nouveau Bitcoin standard où tu aurais des réserves fractionnaires ou un euro numérique qui serait backé par, je sais pas, des dizaines de milliers de Bitcoin, un dollar numérique qui est backé par des dizaines de milliers de Bitcoin aussi à la Fed, et voilà, une libre concurrence des monnaies. Est-ce que pour toi c'est une menace trop importante au MNBC ? Comme tu dis, en fait, si tu fais une concurrence entre Bitcoin et MNBC, elles n'ont aucune chance. Et donc du coup, il y aura un combat des gouvernements contre l'invention de Satoshi Nakamoto. Oui, non, le scénario que tu décris, il me paraît possible. La question, c'est est-ce qu'il y aura toujours du cours légal ou pas ? S'il y a toujours un cours légal avec une monnaie qui est avantagée par la puissance publique, on peut, comme tu dis, imaginer des scénarios où des États auront des bitcoins et vont créer des monnaies étatiques adossées aux bitcoins et imposeront l'utilisation de ces monnaies étatiques. Si par exemple il y a un retour au franc et que la Banque centrale française a des bitcoins, eh bien, peut-être que le franc sera adossé à des bitcoins. Et donc il y aura une sorte de franc bitcoin, mais qui n'aura pas du tout le même intérêt aux yeux des utilisateurs qu'un vrai bitcoin. Parce que le franc bitcoin, par définition, il sera émis, il y en aura plus que de réserves. Sinon, il n'y a aucun intérêt à utiliser un franc Bitcoin. Mais c'est une petite corde de rappel, un élément de confiance pour les utilisateurs et les investisseurs dans la monnaie. En gros, parce que les personnes n'auraient plus confiance dans l'État français, mais dans cette réserve fractionnaire en Bitcoin. Ils Bitcoin. utiliseraient ça uniquement parce qu'ils y sont obligés. Ouais. Voilà. Pour un élément de confiance, les gens ne le font plus confiance. Non, mais c'est même pas de la confiance, c'est de la coercition. C'est-à-dire, on les oblige à utiliser ça, donc ils l'obligent. Donc ils l'utilisent. Mais ils préféreraient utiliser des vrais bitcoins, parce que le vrai bitcoin, on ne peut pas en créer de manière arbitraire. Et comme il est maintenant scalable, on peut l'utiliser pour des petites dépenses facilement. Donc, en revanche, s'il n'y avait pas ce cours légal, si des États essayaient de faire un franc bitcoin, mais en vraie concurrence libre, comme le scénario de Hayek, avec des vrais bitcoins, en fait, le franc bitcoin disparaîtrait au bout de 3 jours. Personne l'utiliserait. Personne. Donc la coexistence des monnaies fiat et des monnaies dures, elle n'est possible que si la puissance publique empêche une concurrence libre.
à mon avis. Et l'importance du coup de la monnaie, on parle beaucoup de ce sujet bien évidemment aujourd'hui, et il y a quelque chose de très intéressant que tu as dit dans la conférence à Surfing Bitcoin à Biarritz cette année, c'est le concept de social scalability, donc la mise à l'échelle sociale donc de Nick Szabo, je crois bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce concept et l'importance de la monnaie dans cette théorie de Nick Szabo? D'accord. Alors c'est une théorie assez riche, assez complexe, donc je vais sans doute la présenter de manière simpliste. En gros, la monnaie, dans l'histoire humaine, elle permet d'échanger avec des gens en qui on n'a pas confiance. C'est ça la différence par rapport à la monnaie, par rapport à la dette. David Graeber, qui est à la mode chez certains bitcoiners, dit que la monnaie vient de la dette. C'est une théorie en tout cas, voilà. ça serait pas la monnaie qui est allée à la dette, mais la dette qui est allée à la monnaie, quoi. Enfin. Oui, que les gens utilisaient des instruments de dette en fait pour servir dans leurs échanges quotidiens et qui n'avaient pas besoin donc d'un objet physique. Que l'histoire de la monnaie, c'est l'histoire de la dette. Voilà, d'où le titre de son bouquin, 5000 ans d'histoire de dette. Voilà. Et cette théorie est battue en brèche par les Autrichiens qui disent mais non, c'est totalement fumeux comme analyse, c'est totalement absurde, c'est ridicule, c'est risible. Eux ils disent évidemment dans les petites communautés où les gens se connaissent. Et c'est normal que les gens s'octroient des petits crédits à la consommation. Un prêté pour un rendu. Puisqu'ils se connaissent, ils peuvent se faire confiance. Mais la question, et d'ailleurs Graeber le reconnaît, mais à demi-mot, en 3 lignes dans le bouquin, il faut lire le bouquin qui fait 500 pages pour le voir. La monnaie commodity, la monnaie fondée sur des matières... la marchandise est née quand l'humanité a commencé à échanger au-delà de ses sphères locales et personnelles avec des gens qui ne se connaissaient pas, qui avaient besoin de se faire confiance alors qu'ils avaient toutes les raisons de ne pas se faire confiance. Et donc la monnaie, en assurant cette fonction, a rendu un service absolument prodigieux à l'humanité. Elle a permis le développement des échanges, la spécialisation des tâches, l'accumulation du capital, l'augmentation de la productivité humaine, l'éclosion de la civilisation. Et donc, Nick Szabo dit, voilà, il y a plusieurs institutions comme ça dans l'histoire de l'humanité qui permettent ce qu'on appelle la scalabilité sociale, c'est-à-dire le développement de la civilisation, notamment par la technologie, ou par des institutions juridiques. Nick Szabo était un juriste. Il enseignait le droit, c'est quand même incroyable. En plus d'être un cryptographe et un informaticien. Et un bon connaisseur des théories monétaires. Et donc lui disait la monnaie elle sert notamment à ça. Simplement quand elle est pervertie par la puissance publique, eh bien cette fonction positive est dégradée. Elle sert moins bien à assurer le développement des échanges et de la civilisation. Le XXe siècle étant une aggravation absolument frappante de cette détérioration de la monnaie. Et donc Bitcoin arrive, et les technologies qu'on appelle la blockchain, avec cette promesse de modifier la manière dont on se fait confiance ou dont on se fait pas confiance, en permettant de nouveaux services, de nouveaux types d'échanges par la technologie, en réduisant le degré de confiance qu'il faut accorder à autrui. Et donc, potentiellement, ça peut être un saut civilisationnel, un nouveau passage à l'échelle de l'évolution de la civilisation. Oui, parce que du coup, aujourd'hui, dans le monde numérique actuel, on fait confiance à un tiers. Lors d'une transaction, on fait tous les deux confiance à un tiers pour effectuer cette transaction. C'est rempli de tiers de confiance. C'est ça, de tiers de confiance. Voilà. Alors que demain, avec Bitcoin, tu fais du pair à pair, tu fais de la transaction pair à pair, comme si on avait fait un troc ou une transaction de main en main, mais de manière numérique, et tu te retrouves avec un marché global et ouvert qui pourrait, comme tu dis, nous faire passer un step au niveau civilisationnel. Du cash numérique, je donne une pièce à la boulangère, il n'y a pas de tiers de confiance entre nous. Et ça nous a permis de faire un échange. Et celui qui a produit la pièce n'est pas un tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est celui qui peut interrompre le transfert. Et donc, la notion de tiers de confiance est omniprésente dans les écrits de Nakamoto. C'était ça l'objectif majeur, faire du cash numérique pour éliminer les tiers de confiance. Ça ne veut pas dire éliminer les intermédiaires, d'ailleurs. Un intermédiaire n'est pas un tiers de confiance. Et ensuite, la promesse de la révolution blockchain, c'est d'adapter ce raisonnement à tous les processus juridiques, industriels, financiers de l'économie, notamment la DeFi, éliminer les tiers de confiance et réaliser ce saut civilisationnel que Szabo a théorisé. Ça, et
il y a beaucoup de bitcoiners qui prétendent qu'au final, Bitcoin va être la plateforme ultime de confiance. C'est-à-dire que la monnaie en est une utilisation très, 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 très importante, mais c'est le marbre numérique dans lequel n'importe qui pourra inscrire quelque chose. Si c'était pas dans Bitcoin, je te crois pas, en fait. Enfin, si c'est pas là, en fait, c'est la preuve ultime. Ça doit être dans la blockchain Bitcoin, quoi. Voilà, et ça, je pense qu'il part du principe que la programmabilité des transactions Bitcoin va se développer. Avec RSK ou RGB ou n'importe quel autre protocole. C'est très intéressant. Là, on est parti très loin. Il y a certaines personnes, à mon avis, qui sont quand même inquiètes. Bitcoin est à moins 75%. Toi, t'es un ancien. J'aime bien quand même conclure et finir les interviews avec une touche d'espoir, avec ton expérience, ton vécu. Qu'est-ce que t'es déjà passé à travers un certain nombre de cycles de hausse brutale et de fortes chutes. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens là, qui sont inquiets et qui, peut-être dans le doute, voilà, un Bitcoin à 16 000 $ alors que je l'ai acheté à 69, c'est bien beau vos histoires d'Hayek, Menger et Keynes, mais à la fin, moi, j'ai peur pour mon patrimoine. Je sais, les gens qui doutent, je leur dis, vendez. Vendez-les-moi. Comme ça va faire baisser le prix du Bitcoin et je pourrais en acheter plus. Il est provocateur. C'est tout ? Alors, c'est vrai qu'une partie de cette crise, quand même, cette crise actuelle, elle vient de cet événement traumatisant qui est l'implosion de FTX, qui elle-même est une conséquence de la crise de Terra Luna, progressive, j'ai l'impression, et qui elle-même aura d'autres conséquences qui restent probablement à venir. Ça peut durer encore des mois. Donc on est peut-être dans un bear market qui peut durer longtemps. Mais moi, je le vois comme une phase d'assainissement du marché et notamment d'élimination de projets absurdes. Et en fait, il y a une quantité de tokens qui servent à rien qui est folle. La grande purge. Ouais. C'est la grande purge. Et donc, c'est une illustration pour moi de deux choses. D'abord, de la théorie des cycles des Autrichiens et d'autre part, du fonctionnement du capitalisme de connivence. C'est pas tellement une illustration des dérives de la crypto-monnaie en tant que telle, et encore moins de Bitcoin ou de la blockchain. La théorie des cycles des Autrichiens, c'est quoi ? C'est en gros, quand la puissance publique crée beaucoup de monnaie, ça alimente des bulles, ça alimente des investissements absurdes. Il y a plus d'entrepreneurs qui ont plus de moyens pour financer des projets qui ne seraient pas financés s'il n'y avait pas cet afflux de monnaie. Et donc, on se retrouve avec des projets ridicules, grotesques, qui servent à rien, mais qui promettent beaucoup de gains à court terme, et donc les gens investissent dedans. Simplement, à un moment donné, il y a un retournement de la confiance, ça peut être pour plusieurs raisons, un choc géopolitique, une guerre, la faillite d'une grosse boîte. Donc il y a un retournement de confiance, et d'un seul coup, il y a des faillites en chaîne. Il y a des gens qui veulent récupérer leur argent, que ce soit dans les banques ou en vendant leurs actions dans ces projets foireux. Et donc, il y a une accélération de la crise de confiance et un effondrement et une crise économique. Et ce que disent les Autrichiens, c'est que la plupart des cycles économiques viennent de là. Or, la puissance publique, elle dit pas ça. Et les Keynésiens disent non, ces cycles sont créés par le fonctionnement du capitalisme, il faut le corriger par les politiques publiques, budgétaires et monétaires. Alors qu'elles viennent l'aggraver. Voilà. Et ce qu'on a vu avec FTX, est-ce que c'est pas une phase de retournement du cycle ? Et le début de la crise de la DeFi avec Terra Luna et les autres. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'argent injecté dans des projets foireux, qui promettait de la décentralisation, alors qu'en fait, on se rend compte qu'il y avait beaucoup plus de centralisation que prévu. Elle réapparaît au moment des tensions, cette centralisation. Et donc, ensuite, il y a un effondrement à cause d'une crise de confiance. Et il y a une crise, d'ailleurs, de l'industrie du numérique, de manière générale. Les GAFA licencient, revoient à la baisse leurs projets, et donc peut-être qu'on est dans la phase de retournement de la bulle, et cette phase peut être déclenchée d'ailleurs par la Banque centrale elle-même, en réduisant ces injections de liquidités, ce qui fait augmenter les taux d'intérêt. Ce qu'elles font pour lutter contre l'inflation en ce moment. Parce qu'à un moment donné, elles ne peuvent pas laisser l'inflation sortir de tout contrôle.
Donc la DeFi en a fait les frais, FTX aussi, et les malheureux qui avaient laissé leurs économies là-dedans aussi. Ah ouais, je pense que FTX, là, c'est vraiment comme tu dis, c'est comme dans la finance traditionnelle, là, c'est une fraude. C'est clairement pas technique. Alors que Terra Luna, c'était quelque chose de technique. Mais ce qui est intéressant, moi, ce que je vois dans cet écosystème et ce que je tire de cette crise, c'est que, en tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a pas de too big to fail. Ça veut dire que FTX est tombé, Terra Luna est tombé. Alors, certaines personnes pourraient dire, et je suis relativement d'accord, est-ce que si l'USDC, par exemple, ou l'USDT tombait, est-ce que ça serait un risque systémique? On ne connaît pas l'état de l'écosystème au jour +1, au jour d'après. Mais en tout cas, ce qui est rassurant, c'est que l'écosystème, tu as des gros acteurs qui sont tombés, des BlockFi, des Celsius, des Voyageurs, etc., et que ça continue à fonctionner. Demain, la BNP tombe, en fait, elle ne peut pas tomber. C'est-à-dire que, et c'est littéralement le système dans lequel on s'est retrouvé, c'est que maintenant, ils sont trop gros pour faire faillite, et on les maintient en vie artificiellement ad vitam aeternam. Vraiment. Alors que la crypto, j'ai cette sensation, on laisse mourir les acteurs plus tôt. Alors certes, c'est douloureux sur le court et moyen terme, mais c'est une nécessité sur le long terme, et on n'a plus ça dans le système économique actuel. Oui, effectivement, en fait, une question qui me paraît intéressante, c'est comment on en arrive à des entités qui sont too big to fail. Est-ce que c'est la production naturelle du marché? À ce moment-là, c'est un problème, c'est quand même préoccupant. Ou est-ce qu'il n'y a pas une autre explication qui est, et on le voit à mon avis très bien dans le secteur bancaire, c'est que ce sont les pouvoirs publics qui, par les dispositifs qu'ils mettent en place, favorisent l'émergence d'entités tellement énormes qu'elles deviennent too big to fail. Facile à contrôler, il y a un monopole, etc. Ouais. Voilà, et ensuite, ces entités, effectivement, si on les laisse faire faillite, ça crée de telles tragédies que les pouvoirs publics arrivent en disant « Non, on va pas la laisser faire faillite ». Mais les banques, c'est un des secteurs les plus régulés au monde, le secteur bancaire, contrairement à ce qu'on dit toujours en parlant de la dérégulation à outrance de la finance. Alors, dans un vrai système capitaliste vraiment concurrentiel, est-ce qu'on arriverait à des banques aussi énormes que Deutsche Bank, par exemple? Ça me paraît pas si évident. Et d'ailleurs, au 19e siècle et même au début du 20e siècle, il y avait beaucoup plus de banques qu'aujourd'hui. Il y en avait des milliers et des milliers aux États-Unis. Et aujourd'hui, il y a eu une concentration du secteur bancaire phénoménale, qui n'est pas saine. Et d'ailleurs, en fait, c'est une question de théorie économique plus générale. Pourquoi est-ce que les grandes entreprises ne croissent pas sans limite au point de devenir des entreprises quasiment mondiales? Monopolistique et global. Ouais. Il y a des théories là-dessus, c'est la théorie de la firme de Ronald Coase qui explique pourquoi il y a des entreprises plutôt que pas d'entreprises. Et il y a des théories qui complètent en disant pourquoi est-ce que ces entreprises, à un moment donné, elles ne peuvent plus croître excessivement parce que les économies qu'elles font en termes de coûts de transaction deviennent inférieures aux inconvénients qu'elles subissent en termes de bureaucratie et de mauvaise gestion interne. Ouais. Voilà. Et donc, elles arrivent à un niveau naturellement au-delà duquel elles n'ont pas intérêt à croître. Et si elles croissent trop, elles deviennent inefficientes. Et donc, par le processus normal du marché, elles finissent par disparaître, par être supplantées par des entreprises plus compétitives. Sauf si elles arrivent à bénéficier de réglementation publique. En disant il faut plus de régulation, il faut protéger le consommateur, je vais faire du lobby au Parlement pour faire passer des lois en faveur de n'importe quoi, l'environnement, l'industrie locale, réglementations qui vont les protéger et qui vont leur permettre de survivre alors qu'elles sont moins efficientes. Donc ensuite, dans le domaine de la DeFi, tant qu'on n'a pas d'acteurs protégés par la puissance publique, effectivement, il y a moins de chances d'arriver à des situations de too big to fail. Mais ça, c'était le deuxième point sur lequel je voulais arriver. FTX, c'est l'illustration du capitalisme de connivence, dans la manière dont cette boîte a émergé et a pu frauder pendant 3 ans sans contrôle. Personne ne s'est intéressé aux détails de son business parce que ce type avait acheté tout le monde. 40 millions aux démocrates, 5 millions aux républicains, et surtout des centaines de millions à des organismes de recherche, à des ONG, à des journalistes, à des universitaires. Et donc, il avait mis en place un système qui peut fonctionner notamment parce que la puissance publique est indulgente et le laisse faire. Voilà. Mais c'est pas ça le capitalisme. Ça, c'est le capitalisme de connivence.
Et on va peut-être découvrir d'ailleurs encore plus de liens. Il avait embauché des tas d'anciens d'organismes de régulation, des anciens de l'équipe Obama. En fait, c'est détestable, c'est puant, c'est absolument choquant. Et donc, je pense que c'est un nettoyage qui est très sain, quoi, finalement. Et que ça repartira. Ça repartira sans doute si les États le veulent, Donc, trouvent un intérêt. Non, mais là, je te parle par exemple des cycles au niveau prix, cours, etc., l'engouement. Oui, l'enthousiasme. le cours des cryptos, certaines, beaucoup disparaîtront, et puis le cours du Bitcoin finira par repartir, hein, ça c'est sûr. Super. Merci beaucoup, Yorick. Merci à toi. C'était un plaisir. À très bientôt.